La conférence de ce soir va être donnée par le professeur M. Eudier ici, professeur Eudier, qui est astronome. Et le titre de la conférence, c'est Fantastique éclipse de l'effrayeur à la raison. Mais avant, il y a des nouveaux ici, fait que je vais introduire un petit peu notre organisme. On est les Sceptiques du Québec. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça avec des conférences comme ce soir. La plupart de nos conférences sont enregistrées, sont accessibles sur notre site Web. On publie aussi une revue, le Québec Sceptique. On a notre site web aussi à www.sceptique.qc.ca, dans lequel on retrouve aussi les numéros en format PDF, les numéros de la revue en format PDF, le dictionnaire sceptique, Quacquash, et des articles divers. Puis, vous pouvez aussi visiter notre page Facebook. Sur la page Facebook, je mets beaucoup de nouvelles sont en lien avec le scepticisme aussi. Alors, la conférence de ce soir, j'introduis notre conférencier, qui est le professeur Jean-Louis Eudier, qui est astronome. Il a exercé à l'Observatoire de la Côte d'Azur de 1967 à 2009. La communauté internationale l'a distingué en donnant son nom à l'astéroïde 4602 Eudier, découvert en 1986. Il se consacre depuis longtemps à la vulgarisation de la science astronomique, puis il est, entre autres choses, le fondateur et désormais président d'honneur de Parsec, une association principalement dédiée à l'astronomie et l'espace, qui est animée par des professionnels scientifiques de l'Observatoire de la Côte d'Azur ou des ingénieurs du Centre spatial de Cannes-Mandelieu. Pour son travail de vulgarisation, M. Eudier a reçu plusieurs prix. Et ici, je donne une liste partielle des livres qu'il a écrits. Et certains de ces livres sont en vente à la table là au prix de 20 entre autres son dernier livre qu'il va nous présenter, qui est Fantastique Eclipse. Alors, je cède la parole à M. Eudier. Bien, eh bien, on va commencer simplement. C'est ce qui se passe dans le ciel. Alors le ciel, la première, on le remarque, c'est au-dessus de nos têtes et il se passe des choses dedans. Il se passe des choses dedans et on ne peut rien y faire. Donc, comme on ne peut rien faire à ce qui se passe dans le ciel, c'est naturellement le royaume des dieux. Donc le ciel, naturellement, royaume des dieux, puisqu'il se passe des choses sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et puis, la première impression, quand on regarde les étoiles, c'est que c'est un fouillis indescriptible. Et quand on est un peu patient, on s'aperçoit que... Donc, j'étais en train de vous dire que dans cet ordre, on regarde avec un peu de patience, eh bien, il y a quand même deux anomalies. La première, c'est le soleil. Parce que quand le soleil est là, il cache tout, le ciel. Et là, on a découvert très tôt que, en fait, le soleil était bien pratique. Pour voir loin, il faut qu'il n'y ait pas de soleil. Ça, on l'a vite compris. Puis la deuxième chose, c'est la Lune. Alors la Lune, c'est vraiment bizarre parce que c'est le solastre qu'on voit de jour et de nuit, et c'est le solastre qui change de forme. Donc c'est le repère naturel du temps. La Lune, elle est là, elle nous sert de marqueur de temps. On la voit de partout, on la voit le jour, la nuit, donc tout va très bien. Bien. Et quand on regarde ça avec beaucoup d'attention, on s'aperçoit qu'il y a 5 anomalies supplémentaires. 5 étoiles qui se déplacent silencieusement. 5 étoiles qui planent, qu'on a baptisées les planètes, tout simplement. Celle qui va le plus lentement, elle met 30 ans à faire le tour du ciel, donc on lui a collé le dieu du temps, naturellement, Chronos, Saturne. Celle qui va beaucoup plus vite, avec 12 ans, ben, c'est son fils. Vous savez, Saturne, il a eu un problème, il a mangé tous ses gosses, sauf un. Donc celui-là, le seul rescapé, eh bien, c'est Jupiter. Puis une troisième qui va très très vite, qui va dans tous les sens un peu, ben, c'est un des fils de Jupiter, Mars, le guerrier. Tout ça, c'est symbolisé par des choses très simples. Hein. Saturne, c'est symbolisé par la faux de celui qui donne la vie et qui la retire. Jupiter, ça c'est le bec de l'aigle Aquila, celui qui faisait toutes les sales besognes pour Jupiter. Mars, ben, c'est tout simplement le bouclier et la lance, les attributs du guerrier. Et puis deux autres, une qu'on voit bien le matin ou le soir, c'est Vénus, la beauté symbolisée par le miroir. Et Vénus symbolisée par le miroir, pardon, et Hermès est toujours caché près du soleil. C'est le messager du soleil qu'on symbolise par le caducée, le bâton qui
d'Apollon avec le serpent qui s'y entoure. Donc tout va bien, le désordre est organisé, bon, il y a des choses un peu bizarres là-dedans, et de temps en temps, on a vite compris que Soleil et Lune étaient bien liés tranquillement, puisque quand la Lune est toute ronde, elle est à l'opposé du Soleil. Ça, on a bien compris. On a compris et c'était vraiment très pratique parce que c'est facile de voir parmi quelles étoiles se trouve la Lune, mais parmi quelles étoiles se trouve le Soleil, c'est très difficile. Sauf si on regarde la Lune avec 6 mois de décalage. La Lune est dans la position du Soleil avec 6 mois de décalage. Donc pour savoir dans quelle région du ciel se trouve le Soleil, il suffit de regarder la Lune 6 mois décalés. Donc on sait, on peut dire comme ça, on peut dire, on devient un magicien, puisqu'on est capable de dire parmi quelles étoiles se trouve le Soleil, alors que les étoiles, on ne les voit pas. Et là, on va se mettre à avoir du pouvoir. Si je vous dis que c'est là que ça se passe, c'est comme ça que ça commence. Voilà, donc tout va bien. Et de temps en temps, de temps en temps la Lune, c'est un beau système qui nous permet d'avoir des repères accessibles à tous. Donc, on va l'utiliser simplement pour jalonner le temps et pour échanger le temps avec les autres. Parce qu'il suffit que la Lune soit la même et on n'est pas forcément au même endroit, mais c'est pas rien. On va dans une Lune, dans 2 lunes, dans 3 lunes. Donc, on découpe le temps comme ça. Tout va très bien. Sauf que de temps en temps, il y a des problèmes. La Lune change de phase, mais au lieu de changer de phase, d'avoir toutes ces phases qui évoluent en à peu près 30 jours, un petit peu moins, là, ça évolue très rapidement. Les phases, elles évoluent très vite, puis elles n'ont pas tout à fait la bonne forme par rapport aux phases. C'est une éclipse de Lune. Alors, on a vite compris, à cause de ces observations qu'on avait faites avec l'ensemble des choses, Soleil, Lune, Terre, Soleil et Lune en particulier, que ces changements de phase rapide de l'éclipse s'étaient provoqués par le passage de la Lune dans l'ombre de la Terre. Ah, ça, c'est vraiment très pratique, parce que si la Lune passe dans l'ombre de la Terre, on va pouvoir en déduire la forme de la Terre, en regardant la forme de l'onde. Alors, si la Terre est ronde, l'ombre est ronde. Si la Terre est carrée, l'ombre est carrée. Si la Terre est triangulaire, l'ombre est triangulaire. Or là, on voit bien que la Terre est ronde à cause de son ombre qui est ronde. Ça, c'est une toute première découverte qui a été faite il y a plusieurs milliers d'années. Ah, c'est bien. Simplement, de temps en temps, il y a le soleil qui se fait manger aussi. Alors là, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce que d'abord, on ne s'en rend pas compte en général. Quand c'est juste un peu grignoté comme ça, bon, ça va, c'est pas grave. De temps en temps, c'est très grave. Alors, la première idée qu'on se dit, c'est qu'il y a un monstre qui est en train de bouffer le soleil. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire fuir. Et il y a un truc qui marche à tous les coups. Il suffit de faire du bruit. Et je vous assure que si on fait du bruit pendant l'éclipse va s'arrêter. Donc, ça marche parfaitement bien. Ça marche très bien. On tire des flèches aussi, ça ne peut pas faire de mal. La preuve, c'est que si on tire des flèches, ça s'arrête aussi. Donc, tout va très bien. Tout va très bien. On verra tout à l'heure ce qu'on a pu tirer de tout ça. Alors, maintenant, on va faire un tout petit peu de choses un peu compliquées, mais vous pouvez ne pas regarder, hein, c'est pas grave. Présenter les protagonistes. Le Soleil, 1 390 000 km de diamètre, bon, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de tonnes, ça veut dire qu'il y a de la masse là-dedans. 4,57 milliards d'années, ça c'est son âge, c'est ce qu'on sait actuellement du Soleil. Et puis ça émet 1 million de milliards de kilowattheures. Deuxième protagoniste, la planète Terre. Beaucoup plus petit, 12 800 km, tout petit, hein. Beaucoup plus léger. La masse, c'est 6 000 milliards de tonnes. Bon. L'âge, c'est le même à peu près. Un petit peu moins vieille que le Soleil. Et on reçoit 1 kilowatt par mètre carré. Et ça bouge. Ça bouge. 30 km par seconde. Vous ne vous rendez pas compte, mais depuis que je parle, on a fait du chemin. Et, ouais. Et puis, la Lune, l'autre, alors là, c'est pareil, beaucoup plus petit encore, 3 477 km, 64 milliards de tonnes, ça c'est moins massif que la Terre, bien sûr. À peu près le même âge de la Terre, 4,55 milliards d'années, donc c'est bon. L'énergie reçue la même, 1 kW par mètre carré.
et ça se promène à 1 km par seconde. Bon, si la Terre a une ombre, cette ombre, elle est longue, elle est conique parce que le Soleil est une grosse boule. Hein. On a une ombre conique comme ça qui mesure à peu près 1 375 000 km. Pour la Lune, bah, c'est plus petit puisque c'est plus court puisque la Lune est plus petite, donc l'ombre est moins longue. Et donc ça va être jouer avec ces ombres qui va nous permettre de comprendre ce que c'est qu'une éclipse. Une éclipse de Soleil, ben, on a tout simplement l'ombre de la Lune qui arrive sur la Terre. Une éclipse de Lune, c'est la Lune qui traverse l'ombre de la Terre. Ce n'est pas le même phénomène. Pas du tout. Une éclipse de Lune, c'est un phénomène objectif, ça veut dire la Lune traverse l'ombre de la Terre. Tous les gens qui voient la Lune traverser l'ombre de la Terre. Avec une éclipse de Soleil, bah, il faut être au bon endroit pour voir quelque chose. Puis ça passe très vite, hein, ça se promène à 1 km par seconde, ces choses-là, ça va très très vite. Donc, c'est pas la même chose, mais ça a le même nom, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Mais en fait, ça se passe qu'à des moments particuliers, lorsque Soleil, Terre et Lune sont alignés. J'aime bien le mot, hein, syzygie. Ça vient du grec souzogos, simplement, hein, la rencontre. Hein. C'est un très joli mot que vous ne passerez jamais au Scrabble à cause de... Mais oui, c'est dommage. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer pour une éclipse? Bah, il va se passer que l'ombre de la Lune va passer sur la Terre. Comme la distance de la Terre à la Lune varie, bah, la taille de la Lune, le diamètre apparent, la taille apparente de la Lune, varie aussi. Hein, ça varie. Donc, bon, alors ça varie. La distance de la surface de la Terre à la surface de la Lune varie et la taille varie, tout ça. Donc ça va compliquer un petit peu les choses parce que la longueur du cône d'ombre ne va pas être la même tout le temps. Donc il va falloir qu'on jongle un petit peu avec tout ça. Alors ça veut dire que entre les moments où le Soleil est le plus loin de la Terre, c'est-à-dire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'été, et oui, le Soleil est le plus près de la Terre, peu après le solstice d'hiver. Ce qui explique pourquoi les climats, les climats sont plus marqués dans l'hémisphère sud que l'hémisphère nord. Mais bon, bah, l'été, on a le soleil qui est à l'apogée, donc il est un petit peu plus loin, il est donc un petit peu plus petit. Donc, il y aura plus d'éclipses totales que lorsque le soleil est au périgée. Alors, pour qu'éclipse ait lieu, bah, il faut qu'on ait de la chance. Il faut que soleil, terre et lune soient alignés. Il faut que ce soit, mais soit aussi dans le même plan. Il faut que ce soit pas seulement la même direction, ce soit dans le même plan. Alors ça arrive là, on voit bien ici, c'est le cas. On est tout content, c'est bien aligné, ça marche. Mais le mois d'après, bah, la Lune sera au-dessus ou au-dessous, donc il n'y a plus d'éclipse. Mais il y aura quand même syzygie. Il y aura quand même un peu, c'est le moment de rencontre, mais bon, c'est un peu raté. Donc les éclipses, elles peuvent arriver que, en fait, 2 saisons dans l'année, à 6 mois d'intervalle. 6 mois lunaires, 6 lunaisons d'intervalle. Et comme le plan est peu incliné, bah, quand il y a une éclipse, une éclipse de n'importe laquelle, ou de soleil ou de lune, dans le même mois, dans la même lunaison, il y en a forcément une deuxième. De lune ou de terre, de lune ou de soleil, inversé. Alors, parce que bah, le soleil ne se déplace que de 30 degrés 67 pendant une lunaison, et la zone où les éclipses sont évitables, c'est 31 degrés 33. Donc, ça marche tout seul. Il y a toujours deux. Alors, il y a des lunaisons à 2 éclipses, comme celle qu'on a maintenant. Bon. Et puis, quand on a vraiment de la chance, il y a des lunaisons à 3 éclipses. Ah oui, 2 éclipses partielles et une éclipse centrale. Alors, beaucoup de gens ne comptant pas les éclipses de lune par la pénombre, qui sont pas du tout spectaculaires, on a l'impression qu'il peut y avoir qu'il y a plus d'éclipses de soleil que d'éclipses de lune. Ça, c'est l'éclipse de cette année. Voilà. Donc, 25 mars, lune par la pénombre, je pense que vous n'avez rien vu.
Pourtant, c'est passé un tout petit. Un œil bien exercé voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur la Lune, mais il faut avoir l'œil exercé. Bon, en général, on ne regarde pas la Lune avec beaucoup d'attention. Euh, mais en septembre prochain, on aura une éclipse partielle de Lune. Donc là, on verra qu'il manque un petit morceau de Lune. Et une éclipse annulaire de Soleil. C'est-à-dire que l'éclipse, ce sera comme la distance relative Terre-Lune-Soleil sera telle que, en fait, la Lune ne cachera pas complètement le Soleil. C'est pas mal non plus, hein. Et, mais c'est raté. Alors là, n'essayez pas de retenir, c'est juste pour vous montrer que ça peut faire peur. Ce qu'on appelle le mois des phases, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le mois des phases, qu'on appelle un mois lunaire, hein, un mois synodique, la moyenne c'est 29 jours 53, et non pas 28 jours, et non pas 30 jours. 29,53, c'est plus près de 30, bien sûr. Mais ça varie en plus, ça varie de 29,2 à 29,8. Bon, ça varie un peu. Donc, la durée d'un mois sidéral, la Lune par rapport aux étoiles, c'est 27 jours 32. Un mois tropique, c'est 27 jours 32 aussi, mais pas tout à fait les mêmes. Draconitique, bizarre ce nom. C'est à cause du dragon des éclipses qu'on l'a appelé comme ça. C'est en fait le retour au nœud. 27 jours 21, c'est beaucoup, c'est un peu plus, c'est le plus court. Puis anomalistique, périgée à périgée. Donc c'est presque les mêmes valeurs, mais pas les mêmes valeurs. Ce qui va provoquer des choses tout à fait amusantes de les voir. Pour l'année, c'est la même chose. L'année sidérale, le temps qu'on met pour revenir en fait au même endroit dans le ciel par rapport aux étoiles, hein, 365, 25, 64. L'année tropique, ça c'est l'année tropique, c'est celle qui nous sert pour notre calendrier. C'est 365, 24, 22. Alors c'est pas facile de faire un calendrier qui fait 365, 24, 22. Donc nous on en a un qui fait 365, virgule, combien? Combien dure l'année calendaire chez nous? Non, 365, 24, 25. Parce qu'il y a une année bissextile tous les 4 ans, sauf les années séculaires, qui, elles, ne sont pas bissextiles, excepté celles qui sont divisibles par 400. 1600 l'a été, 2000 l'a été, et 2100 ne le sera pas. C'est comme ça qu'on est tout près, mais on n'est pas tout à fait à la bonne valeur. Ça dérive de 3 jours en 10 000 ans. Et donc, les calendriers qui durent longtemps, bon, on va avoir des problèmes. Hein? On aura le temps de voir. Mais on a eu du mal à arriver là. Mais c'est une autre conférence. Et en fait, tous ces mélanges-là, on les a rentrés dans un truc qui a été mis au point à partir d'une très mauvaise traduction par Edmond Halley, donc bien longtemps, il y a 400 ans, parce qu'il s'est rendu compte que la durée d'un certain nombre de mois, 223 mois synodiques, c'était à peu près la même chose que 242 mois draconitiques, 239 mois anomalistiques. Il y a très peu de différence. Ce qu'on appelle un sarron, c'est en fait une série de 38 mois d'éclipses. Et pendant un sarron, il y a 84 éclipses. Et donc, c'est possible parce que la communication à cette époque-là, hein, à 50 ans d'intervalle et à 500 km de près, ça ne marchait pas. Bien. Et l'éclipse de soleil, voilà ce que vous verrez dans quelques jours, semaines. Mais là, on va s'occuper des éclipses de lune. On va aller vite, mais quand même, vous allez voir que ça sert à quelque chose, les éclipses. Ça a servi à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse de lune? Ben voilà ce qui se passe, une éclipse de lune. La lune est pleine, et puis elle se fait manger. L'ombre traverse la lune. Alors, on a compris assez tôt que, en fait, cette ombre, c'était l'ombre de la Terre, bien sûr, qui traversait, et donc on a compris assez tôt que ça permettait de se comparer la taille de la Terre et la taille de l'ombre de la Terre et la taille de la Lune. À première idée, dans l'Antiquité, hein, je parle de choses qui se passaient au IIe siècle avant notre ère. Ben, dans l'Antiquité, on s'est dit, d'abord, la, la Lune est 2 fois plus petite que la Terre. Mais on a été un peu plus malin. Il y a une chose que vous savez mesurer la distance de la Lune, la taille de la Lune. Il suffit de trouver en fait un instrument, quel qu'il soit, qui, à bout de bras,
cache la Lune? À votre avis, tiens, quel est l'objet courant le plus commun, le plus simple, qui, tenu à bout de bras, cache la Lune? Mais juste la cacher, hein, pas la... Parce que si on met la main comme ça marche. Lequel doigt? Le pouce? Hein? Faites l'expérience, le petit doigt est largement suffisant. Ah, vous voyez, alors, attention au témoignage. Hein. Alors, l'expérience, pour la faire là, qu'est-ce qu'on a fait? On va regarder, on va trouver ça, le rapport qu'il y a entre la taille de la Lune et sa distance. C'était là, ça c'est égal à tout simplement la partie qui cache le petit doigt et la longueur du bras. Ça, c'est facile à mesurer. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve que, en plus, c'est vachement sympa. On peut mettre 100 lunes entre la Lune et nous. Ah, ça, c'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est-à-dire que si je suis capable maintenant de trouver la taille de la Lune par rapport à la taille de la Terre, j'ai la distance de la Terre à la Lune sans la parcourir. Ah, ça c'est balèze. Alors voilà, ben, on pourrait mettre 100 lunes entre la Terre et la Lune. Oui, mais il y a des gens qui ont dit attention, attention, attention. Ça, c'est si la taille de l'ombre est la même que la taille de la Terre. Mais est-ce que c'est vrai? Alors il faut réfléchir un peu. Ça, je ne vous demande pas de faire le calcul, mais c'est très facile. Hein. Combien on peut. Si on dit que la Lune fait le tour, le mois que vous donnez tout à l'heure, on a à peu près 30 jours. 30 jours, ça fait combien d'heures? Hein? 720, tiens, c'est bizarre. 720 lunes, ça fait 720 heures. Donc en une heure, la Lune se déplace de son diamètre. Si l'éclipse dure 2 heures, c'est 2 lunes. Je peux mettre 2 lunes dans l'ombre. Ah, ça marche, très bien. Bon, ben, c'est très bien. On va avoir notre affaire là. Et on va revenir à l'éclipse de Lune est plus longue, ça dure 2 heures. Donc je mets 2 lunes dans l'ombre, puis c'est. Mais, rappelez-vous le coup des syzygies. Qu'est-ce que je vois là? Je vois que, en fait, entre la Lune et la Terre, pour une éclipse de Soleil, l'ombre, elle a à peu près perdu une lune, puisque l'endroit, la taille du cône d'ombre sur la Terre, c'est tout petit. Hein. Il suffira, vous verrez, à Montréal, on sera sorti de la totalité, un peu au nord, et puis on sera. Non, c'est tout petit. Il y a même des éclipses annulaires, donc c'est raté. Ça veut dire qu'en gros, entre la Lune et la Terre, on a perdu un diamètre lunaire. C'est la même chose de l'autre côté, puisque le Soleil, il est très loin. Entre la Terre et la Lune, on a perdu un diamètre lunaire. Donc mes 2 lunes de tout à l'heure, ça devient 3. Et là, c'est bien parce que la Lune est 3 fois plus petite que la Terre. Or, la Terre, c'est facile de la mesurer, c'est qu'on a fait ça il y a plus de 2200 ans. On a mesuré la Terre, il suffit de faire le tour, ou plutôt une fraction de tour. Puis d'être malin, de savoir quelle fraction on a fait. Ça se mesure assez facilement. Et donc, la Lune est 3 fois plus petite que la Terre. On peut mettre 30 terres entre la Terre et la Lune. Je connais la taille de la Terre depuis l'Antiquité, donc je connais la distance Terre-Lune depuis l'Antiquité. Ça, c'est quand même malin. Vous voyez, on n'a rien fait, simplement pensé. Non, mais on n'a pas parcouru, on n'a pas. Il suffit de réfléchir. C'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne à l'école. À réfléchir d'abord. Pas le résultat tout fait, parce qu'on peut se tromper. Et que là, on ne peut plus se tromper. Pour les éclipses de soleil, j'ai dit que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus vicieux, parce que le cône d'ombre, il est tout petit sur la Terre, puis il se déplace très vite. Donc, on va essayer de comprendre comment ça marche. Voilà, déjà voir ce qui va se passer, ce qui se passe. Le soleil, au début, il se fait manger, pas de problème. Quand il commence à être bien mangé, là, c'est grave. Il est bien mangé, on a peur. Et puis surtout qu'à un moment, il se met à faire complètement nuit, quand on est au bon endroit. À quelques centaines de mètres près, c'est plus la même chose. Il fait complètement nuit, à un moment, on ne s'attrape pas du tout à ce qu'il fasse nuit. Donc, on est perdu.
Heureusement, ça ne dure pas très longtemps, mais quand même. Alors, première chose à faire, regardez ce qui se passe. Pour regarder la forme de l'éclipse, ben, c'est facile, il suffit de se mettre sous un arbre et puis de regarder toutes les belles images du soleil qu'on ne regarde jamais d'habitude parce que ça fait des taches rondes, on ne s'occupe pas de ça. Et là, elles sont plus rondes, elles sont en forme de croissant. Donc vous voyez très bien votre croissant d'éclipse sans regarder le soleil, il n'y a aucun risque. Vous projetez ça tranquillement sur votre main, pas de risque. Ah, regardez, c'est facile comme tout. Avec des, alors, j'ai un petit môme qui m'avait. Ça, c'était une éclipse sur laquelle j'avais travaillé avec des enfants en Guyane. Et j'avais expliqué comment regarder, comment projeter ça. Alors, il y a un môme qui est venu me voir en disant après, monsieur, j'ai trouvé vraiment mieux que ton trou dans le carton. Il a autant d'éclipses que de trous dans les fumoirs. Bah, ça, c'est quand même pratique. Et là, vous projetez la forme de l'éclipse et vous ne risquez absolument rien parce que le soleil, il ne faut pas le regarder, bien sûr. Mais pas seulement quand il y a une éclipse. Il ne faut jamais le regarder. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Ah, hein? Bon. Ah, pour les yeux, oui, mais pourquoi? Quand vous mettez votre main sur une plaque chaude, vous la retirez tout de suite parce que vous êtes prévenu. Ça chauffe, ça brûle. Notre œil, il marche très bien, mais il a un gros défaut. La rétine, là où se forment les images, n'est pas innervée. Donc ça se fait brûler sans aucune douleur. On n'en sort rien, sauf qu'on devient aveugle. Parce que c'est brûlé et c'est irrémédiable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le soleil, mais qu'il y ait éclipse ou pas, il ne faut jamais le regarder à cause de ça. Parce que ce n'est pas innervé. Alors, bon, sinon on n'est pas prévenu, quoi. On est content. Ah, évidemment, quand l'éclipse est totale, il y a ça. Il se passe des choses autour, on en reviendra tout à l'heure un petit peu. Ça, c'est une belle annulaire. Hein. Il y a d'autres éclipses. Avant que je vous montre raconte des histoires affreuses sur les éclipses, il y a d'autres éclipses qui ont été vraiment des beaux outils de l'histoire de la science, de l'histoire de l'humanité. L'éclipse des satellites de Jupiter. Parce que le père Galilée, en 1610, il découvre qu'il y a des lunes autour de Jupiter. D'abord, il découvre que Jupiter, hein, celle que je vous montrais tout à l'heure comme étoile planante, mais ce n'est pas une étoile, puisque quand on la regarde avec une lunette, elle change d'aspect. Alors que les étoiles, quand on les regarde avec une lunette, ça ne change pas d'aspect. Ça reste des points. Là, c'est plus un point. Jupiter, ça devient un monde. Et autour de Jupiter, il y a 4 lunes. Jusqu'à cette époque-là, on pensait que la Lune, c'était juste lié à la Terre. Mais la Terre était vraiment unique, puisqu'elle avait une Lune. Les autres trucs, on ne savait pas ce que c'était. Là, il y a un autre monde qui existe, Jupiter, et il a 4 lunes. La Terre, elle n'a qu'une. Donc là, c'est pas terrible. Et ces 4 lunes de Jupiter, ben, elles tournent autour de Jupiter comme la Lune tourne autour de la Terre. Et donc, les positions relatives des lunes de Jupiter, c'est très pratique. Parce que ça permet, en fait, d'avoir un repère temporel dans le ciel, visible de tout le monde, où qu'on soit. Une lune qui apparaît, elle va apparaître au même moment pour tous les gens qui voient Jupiter. Mais Jupiter ne sera pas au même endroit dans le ciel selon les positions qu'on aura sur Terre. Ah, ça c'est vraiment pratique. Donc on va utiliser ce système des lunes de Jupiter pour établir des mesures des longitudes. Avant, on ne pouvait pas mesurer les différences de longitude. Si vous regardez comment étaient faites les cartes, ça c'est les satellites de Jupiter, des cartes refaites après, à l'époque de Louis XIV. Ça c'est refait avec les satellites de Jupiter. On s'aperçoit que Majesté, votre royaume, il a perdu 10%. Ah ben oui, c'est pas terrible. Hein. Et non, mais on mesure. Le seul problème, c'est que pour faire ces mesures-là, de mesurer la position de Jupiter dans le ciel, ben, il faut être stable. Or, sur un bateau, ça ne marche pas. Le bateau, ça bouge. Donc, on arrive bien à mesurer les différences de longitude sur Terre, mais on n'arrive pas à mesurer encore sur mer. Il faudra trouver autre chose. N'empêche que ça va servir. Ça va servir
à faire des choses extraordinairement importantes. Là, on est toujours à l'époque de Louis XIV, c'est toujours la même chose, et vous allez voir qu'on est assez concerné. Parce qu'il va vouloir mesurer déjà la plus grande distance possible dans son royaume. Or, le royaume de Louis XIV, ben, c'est bien sûr la France métropolitaine, on est à Paris, mais c'est aussi la Guyane. Donc, on prend les deux points les plus distants possibles dans le royaume de France, et on va utiliser ces deux points pour observer ben, déjà les satellites de Jupiter pour mesurer proprement la distance entre Paris et Cayenne. Et puis on va mesurer la parallaxe, c'est-à-dire la différence d'angle sur lequel on voit la planète Mars. Donc c'est comme ça qu'on va attraper la distance de Mars. Or, grâce aux lois de Kepler, on a le lien entre les distances relatives des planètes au Soleil. Donc là, on en déduit la distance de la Terre au Soleil sans la parcourir. Et là, on s'aperçoit d'une chose abominable, c'est que le Soleil est beaucoup plus gros et beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Dans l'Antiquité, on pensait qu'il devait être à peu près une trentaine de fois la distance de la Terre à la Lune. Là, c'est autre chose, 33 millions de lieues. Vous savez ce que c'est qu'une lieue? C'est 1 heure de marche. Voilà. Donc, il faut marcher 33 millions d'heures pour arriver là. Alors, faites le calcul, vous verrez, c'est pas facile. Donc, c'est pas parcourable. Les autres éclipses, toujours à la même époque, ben, je vous ai parlé tout à l'heure de Kepler, c'est les transits de Mercure et de Vénus. Parce que si, comme on est presque d'accord pour dire à cette époque-là que c'est le Soleil qui est au milieu, et si le Soleil est au milieu, il y a deux planètes, celles qui tournent très, très près du Soleil, plus près du Soleil, qui doivent passer entre la Terre et le Soleil. Ce n'est pas vraiment des éclipses, parce que ça ne cache pas tout, mais ça s'appelle des transits. En fait, et donc, c'est la même chose. En fait, l'éclipse du Soleil, c'est un transit. Et donc là, les transits de Mercure et de Vénus, eh ben, il les prévoit et on les voit. Enfin, on ne les voit pas tous, parce que le problème, c'est que ces transits, alors pour ça arrive vite, là, c'est l'autre. Ces transits, pour les transits de Mercure, ça va, il y en a 13 par siècle. Pour ceux de Vénus, il y en a 2 en 130 ans à 8 ans d'intervalle. Nous, enfin, nous, oui, nous, les gens de ma génération, on a la chance, on a vu 2 transits de Vénus. Là, maintenant, il faut attendre 130 ans, donc plus personne de notre vivant actuellement ne devrait voir un prochain transit de Vénus. Et donc, c'est pratique, là, on commence à voir en fait ce système qui s'élabore grâce à simplement l'observation de phénomènes naturels, pas forcément faciles à attraper, mais en tout cas faciles à utiliser si on réfléchit un peu, si on n'est pas soumis. Alors, je vais vous parler de l'âge d'or des éclipses, parce que ça, c'est arrivé évidemment quand on a commencé à la fin du XVIIe siècle. Des fins du XVIIe siècle, on a commencé en fait à utiliser les éclipses pour améliorer la cartographie. Donc, étant capable d'améliorer la cartographie, on va être capable de prévoir précisément à quel endroit une éclipse de soleil va être visible. Donc, ça va devenir tout à fait intéressant. Et les toutes premières éclipses bien exploitées, bah, c'est tout début du XVIIIe siècle. Alors, bon, l'éclipse Saros 133, ça c'est. On a enfin les moyens de s'en sortir. 1715, d'une éclipse particulièrement intéressante. Vous allez voir pourquoi. Parce que M. Halley, Edmond Halley, en 1715, il est déjà astronome royal. Et en fait, il prévoit, il recalcule l'éclipse, calcule les éphémérides de l'éclipse, et il dit, ben, je vais utiliser ça, et pas sur l'Angleterre, c'est une chance fantastique, je vais utiliser ça pour mesurer avec précision la taille de l'ombre. Il met des observateurs partout, plusieurs milliers d'observateurs qui sont partout, et une chance extraordinaire, il fait beau. Ça dure pendant, il fait beau ce jour-là. Il a enfin la distance précise, la taille précise de l'éclipse, etc. Donc il recalcule toutes les éclipses historiques à partir de ces données-là, et il découvre quelque chose d'abominable. C'est une éclipse très célèbre, l'éclipse de Casapil-135, qu'on appelle l'éclipse de Babylone.
d'après les calculs qu'il a fait avec les observations les plus précises qui soient, eh bien, elle n'a pas eu lieu à Babylone, elle a été décalée. Donc, de deux choses l'une, ou ils se sont foutus de nous, et ben non, ou on s'est trompé, ou il s'est passé quelque chose. Alors l'idée, c'est ben, il a dû se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui peut se passer? Tout simplement, la Terre ralentit. C'est comme ça qu'on découvre le ralentissement de la Terre qui avait été prévu par Newton, qui était un copain de Halley. Parce que, une chose que vous avez sans doute remarqué, si on veut savoir si un œuf est frais ou s'il est dur, cuit, on le fait tourner. Hein? Un œuf frais, ça ne tourne pas. Un œuf dur, ça tourne très bien. Parce qu'il y a un problème de viscosité, de déplacement. Enfin, la théorie est un peu compliquée, mais la pratique, elle n'est pas compliquée du tout. Donc on se dit, la Terre, c'est un œuf mollet. C'est mou dedans. Et donc, voilà. Eh ben, c'est génial. La Terre doit ralentir, d'après Newton, parce qu'il pense que c'est un œuf mollet, puis il pense que le frottement des océans, etc., des marées, ça doit faire ralentir, normal. Là, on a la mesure du ralentissement qui est faite. C'était prévu 3/10 millième de seconde par siècle, c'est pas possible de le mesurer comme ça. Si, grâce aux éclipses, oui. Donc c'est assez magique. Marche très bien. Et donc l'éclipse de Babylone, on l'a recalculée et effectivement, elle a bien eu lieu à Babylone et on a pu en déduire le mouvement de la rotation de la Terre. Quelques anecdotes écliptiques et quelques grands noms des éclipses. Un qui a laissé son nom sur un phénomène très intéressant qu'on voit, que vous verrez donc dans quelques jours. C'est au début ou à la fin de la totalité, on voit en fait des petits points lumineux juste à la limite, sur la surface de la Lune. Ça s'appelle les grains de Belly. Belly, c'est ce brave homme-là, Francis Belly, qui n'était pas du tout astronome, qui était astronome amateur et qui avait jamais pu observer d'éclipse sérieusement, mais qui avait quand même réussi à en voir une. Voilà les grains de Belly. Il a fallu observer une et il a effectivement déterminé ça, c'est ce qu'on appelle le diamant, c'est le dernier grain de Belly qui, au moment juste du début de la totalité. Ça dure très peu de temps et c'est très très beau. Donc ratez pas les grains de Belly la semaine prochaine. Ça, c'est une série d'éclipses qui ont, voyez, l'époque où on commence à être capable de se déplacer correctement, où la cartographie est suffisamment bonne, la théorie commence à être bonne, donc on arrive à aller observer des éclipses, on se déplace pour aller enfin faire de la science avec les éclipses et non pas les subir complètement. Alors, les trois grands noms, c'est Janssen, Jung et Locker, trois nationalités différentes. Janssen, particulièrement intéressant pour nous, mais parce que il y avait une belle éclipse qui était prévue, attendue par des astronomes et en particulier par Janssen. C'était pendant le siège de Paris. L'éclipse n'avait pas lieu à Paris. Hein. Elle était à Paris, elle aurait été à peine partielle. Elle n'avait pas lieu à Paris. Or, il fallait qu'il puisse aller voir cette éclipse. Malgré tout, on était assiégés, impossible de sortir de Paris, sauf avec les ballons qui servaient effectivement à espionner les Prussiens et à transporter un peu de courrier, des choses comme ça. Mais ce n'est pas facile. Parmi tous les ballons qui ont quitté Paris, il y en a un qui a emmené Janssen pour qu'il puisse aller observer l'éclipse. C'est quand même une très belle chose, ça, de voir qu'en fait, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui se passait, on quitte le siège de Paris, on laisse un astronome quitter le siège de Paris en utilisant des moyens extraordinairement complexes et dangereux pour qu'il puisse aller observer son éclipse. Et malheureusement, il est allé à Rouen, il était nuageux. Bon, mais ça, c'est des choses qui arrivent quand on veut observer les éclipses. On n'a pas toujours la chance qu'il faut. Donc ça, c'est les éclipses. Les éclipses, vraiment des années 70, c'est fantastique. Mais alors, sur ces éclipses-là, on a commencé, la spectroscopie existait depuis un petit moment, mais c'est la première fois qu'on l'utilisait non pas sur le Soleil, mais sur la couronne du Soleil, ce qu'on voit au moment de la totalité. Donc on attrape le spectre de cette chose-là,
spectre du Soleil éclipsé, et on découvre des raies complètement bizarres, un corps nouveau qu'on appelle du nom du Soleil l'hélium. C'est comme ça qu'on découvre l'hélium dans les éclipses des années 1870. Mais on trouve autre chose. Alors, on va évidemment célébrer évidemment Janssen et Lockyer, mais on trouve autre chose. Une raie tout à fait particulière qu'on voit que dans la couronne, qu'on appelle le coronium. Et on observe le coronium pendant des années et des années et on n'arrive pas à savoir ce que c'est. On pense que c'est un corps nouveau. Il a fallu attendre en fait le XXe siècle pour s'apercevoir que c'était une erreur. Les raies étaient bien là, mais le coronium n'était pas un corps nouveau. Le coronium, c'était tout simplement du fer auquel on avait arraché 13 électrons. Et pour arracher 13 électrons au fer, il faut une énorme quantité d'énergie, il faut de la chaleur. Donc ça montrait que la couronne du Soleil était beaucoup plus chaude que le Soleil. Chose qu'on n'a toujours pas très bien compris pourquoi. Mais il y a un boulot terrible à faire. C'est comme ça qu'on découvre que en fait, la couronne est très très chaude parce qu'on est capable d'arracher 13 électrons à du fer, ce qu'on ne sait pas faire en laboratoire. Donc, étudier la couronne et ces moments très fugitifs-là, c'est quelque chose de tout à fait vital et important. Vital pour la science, bien sûr, et pour l'humanité tout court. S'il n'y a pas des fous qui font des choses qui ne veulent rien dire, ben, on n'avancera jamais. Et donc, voilà, je vais vous montrer quelques jolis exemples de ces éclipses de l'époque. J'aime beaucoup celle-là parce que c'est un dessin de Lucien Rudeau, qui était qui est devenu un des grands illustrateurs, en particulier chez Larousse. C'est tout à fait à la fin du 19e siècle. Et là, il avait 20 ans quand il a dessiné cette éclipse très partielle. Faire une observation de cette qualité à 20 ans, en 1895, il faut déjà le faire. Et donc, bon, même époque, l'abbé Moreux qui montre. Enfin, donc, on s'occupe pas mal, tous les gens qui observent le ciel s'occupent sérieusement des éclipses. Et il y a quelques éclipses vraiment intéressantes, dont une qui passe à Paris, célèbre. Alors, c'était là, elle était amusante parce qu'il y avait l'éclipse de 1724 qui était passée à Paris aussi. Et puis l'éclipse suivante qui passe à Paris est en 1912. Ah, non. Donc, il y avait ceux qui ont vu l'éclipse, qui ne verront pas la deuxième, et réciproquement. Donc, tout le monde attend l'éclipse de 1912 avec beaucoup de soins et d'anxiété, mais il y en a quelques-uns qui en profitent pour faire de la pub avec. Le cirage éclipse, on y va. Il y a des tas de bistrots. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose que vous avez vu, que vous savez très bien maintenant. Celle-ci, c'est une de 1912. Hein. Oui, ce filtre à éclipse, c'est celui de 1912. Donc, c'est les mêmes qu'on a maintenant, simplement. Et là, ils mettent déjà la prochaine éclipse totale aura lieu le 11 août 1999. Donc, vous pouvez le garder, ça va servir plusieurs fois. Voilà. Et ça, c'est dans quelques images donc, de l'éclipse de 1912 à Paris. Mais sur ces éclipses-là, il y a des gens qui sont mis, qui travaillent, pas seulement sur les éclipses, mais et en particulier Einstein a une idée toute simple. D'après sa théorie, la lumière doit être déviée par les masses. Très bien. La masse la plus proche qui soit à notre disposition, c'est celle du Soleil. J'ai vu tout à l'heure que c'était monstrueuse par rapport à la base de la Terre, très bien. Donc si j'arrive à voir des étoiles qui sont dans la même direction que le Soleil, bah, leur position va être légèrement déviée. Pas beaucoup, hein. 0 seconde 84, c'est pas beaucoup. Une seconde, c'est un homme à 300 km. Donc c'est pas beaucoup. Tout petit temps. Mais pour mesurer ce tout petit temps, bah, il faut qu'il y ait, s'il y a une éclipse, et qui se passe devant des étoiles bien connues, en grande quantité, fantastique. Ça a marché pour une éclipse qui va se produire en 1919, donc c'est quelques années après, au Brésil, et c'est Eddington qui va aller observer les Pléiades, enfin, l'amas des Pléiades, l'éclipse passait dans les Pléiades, c'était génial, il y avait plein d'étoiles là, pour confirmer que effectivement la déviation d'Einstein était bien réelle. Alors ensuite, on s'est dit, mais il se passe des choses tellement intéressantes dans la couronne que ça serait bien qu'on puisse observer la couronne en dehors des éclipses.
Alors, Bernard Liot, donc un grand astronome français spécialiste du Soleil, euh, va observer les éclipses, mais il va inventer un instrument qu'on appelle le coronographe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cache le Soleil, qui éclipse le Soleil de manière artificielle dans l'optique de l'instrument et qui permet d'observer effectivement tranquillement la couronne. Ça, c'est une vraie photo des vraies éclipses, ce n'est pas la couronne de Bernard Liot. Bernard Liot a observé une éclipse, une vraie éclipse en Égypte. Et il est mort quelques jours après. Il a attrapé une infection, ce n'est pas la faute de l'éclipse. Alors, là, c'est une éclipse record, c'est celle du 30 juin 1973. Pourquoi record? Parce que c'est la première fois, et sans doute, à ma connaissance, actuellement la seule, on a observé l'éclipse à partir d'un avion supersonique, c'était le Concorde. C'était sur le prototype 001 du Concorde. On a pu faire des trous, mettre 3 télescopes, et puis le Concorde a volé en même temps que l'éclipse, donc il a été doublé, et l'éclipse a duré observation 74 minutes, c'est-à-dire en fait beaucoup plus longtemps que toutes les éclipses historiquement observées depuis l'Antiquité. Mais il volait le plus vite possible, il était supersonique cet avion, hein, il volait plus super, mais il ne volait pas assez vite de toute façon après. Alors maintenant on s'est dit, on pourrait aussi mettre des coronographes dans l'espace. Cela, ce serait vraiment mieux. Pas l'atmosphère qui bouge, pas bon, et puis il fait nuit tout le temps, puisqu'on se met au bon endroit, donc on est tranquille. Donc on a effectivement des coronographes dans l'espace comme ça, qui depuis 25 ans maintenant nous observent tranquillement les éclipses. Alors quelques histoires d'éclipses, il faut que j'arrête. Non, ça. Donc je vais vous donner quelques histoires d'éclipses pour qu'on se distraie un petit peu quand même. Alors d'abord, s'il y en a une qui est célèbre, c'est celle-ci, l'éclipse de la Passion. Alors, bon, il y a plein de gens qui vous disent que ça a été écrit dans l'état d'endroit, que le ciel s'est obscurci au moment de la Passion, donc éclipse. Sauf que la Passion a eu lieu à la fête de Pâques. Or, la fête de Pâques, c'est la fête de la pleine lune de printemps. Car une éclipse totale de soleil à la pleine lune, c'est un miracle. On a la preuve que les miracles existent. Eh bien oui, c'est un miracle. Faire l'éclipse du soleil, c'est forcément la nouvelle lune, pas la pleine. Donc il y a une embrouille quelque part. Celle-ci aussi est pas mal, c'est très célèbre, l'éclipse du 29 février 1504, éclipse du 29 février 1504, éclipse de Christophe Colomb. Il utilise cette éclipse pour calmer un petit peu les comités d'accueil qui n'étaient pas terribles. Il utilise l'éclipse. Or, ce dessin est très célèbre. Simplement, l'éclipse qui est ici, alors c'est une éclipse de quoi? L'éclipse de Christophe Colomb, c'est une éclipse de lune. Une éclipse de lune qui lui a permis d'ailleurs, il savait très bien qu'il n'était pas en Inde, puisque l'éclipse a été observée au Portugal, et la même éclipse. Simplement, ce n'était pas la même heure, c'est tout, mais et lui, il le savait. Mais simplement, là, il apaise les gens en expliquant que c'est une éclipse, que ça va revenir, etc. Sauf que le dessin montre une éclipse de soleil. C'est pas une éclipse de lune qui est dessinée. Mais c'est pas grave, c'est les illustrateurs dont c'est pas toujours la culture des cerfs. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Quand la lune, qu'on voit là-dessus, se rencontra visum visu au devant du grand luminaire, éclipsa sa rondeur solaire, qui fut justement mercredi, quelques heures avant midi. L'alarme fut tout à fait chaude parmi la nation badaude, où les pronostics d'Andreas, c'est lui qui a écrit ça, causèrent bien des embarras. On dit leurs mains patent aux nôtres, et d'une façon ou d'une autre, chacun se précautionna. Tel au point du jour déjeuna, tel se creva de Thériaque, regardant le zodiaque. Tel alla chez le charlatan acheter de l'or viétan. Beaucoup de gens et des plus braves se cachèrent au fond des caves. Tel fut au soleil exprès pour voir le soleil de plus près. 1654, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous verrez tout à l'heure. Ça, c'est une éclipse que vous connaissez tous. Mais si on regarde un peu l'illustration, on l'a retrouvée, cette éclipse, bien sûr, c'est du vrai. Si on regarde l'illustration ici, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences.
Première incohérence. Regardez la taille du collecteur qu'il utilise pour mettre le feu. Ça doit être mouillé. Parce qu'il n'arrive pas à faire brûler son tas de, je sais pas quoi, de bois ou n'importe quoi, alors qu'il insiste, 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 et là, non, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, début de l'éclipse. OK. Alors, tout le monde est content, hein, mais le problème, c'est qu'entre ce moment-là et ce moment-là, il se passe 1 heure. Là, il n'y a que 2 dessins. Il y a un problème. Donc, il aurait dû arriver à mettre le feu quand même. Bon, l'éclipse, là, bon, elle est totale, mais là, ça se libère, OK? Donc, on dit, bah, faut les décrocher. Les décroche là, regardez, l'éclipse, est entre ça et ça, il y a encore 1 heure. Et ils n'ont pas réussi à défaire les nœuds. Donc, c'était bien mouillé. Bon, ça, c'est une éclipse célèbre chez nous, parce que elle passait au sud de la France et la totalité passait sur un grand observatoire, ce qui arrivera dans quelques jours pour le Mont Mégantic. C'est très rare qu'une éclipse passe sur un grand télescope. D'habitude, il faut aller les chercher, se déplacer. Mais là, quand ça arrive comme ça, non, il passait sur le télescope d'un mètre 93 du Mont de Saint-Michel, l'observatoire. Alors, bon, celle de 61, célèbre, là. Ah, vous reconnaissez, bon, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est celui de 1910. Ça, c'est celui que j'ai fait, qu'on avait fait à l'époque, les Solops. Donc, c'est ceux modernes. Ça, c'est une éclipse extraordinaire qu'on est allé observer depuis un avion. Pareil, mais là, il y avait 200 personnes à bord et on avait 2 équipes de télé. En fait, c'était pas prévu comme ça. On avait prévu d'aller observer l'éclipse depuis l'aéroport de Metz, parce qu'elle passait là-bas. Moi, je viens de Nice et à Nice, elle n'était pas totale. Donc, on ferait un avion pour aller voir l'éclipse depuis l'aéroport de Metz. Tout va très bien. On se pose à Metz, tout va très bien, sauf qu'il pleut. Donc, on remonte dans notre avion et puis on vole ben, à la rencontre de l'éclipse. Là, il y a eu quelques difficultés à obtenir l'autorisation de faire demi-tour parce que bon, mais bon. Et on s'est fait doubler par l'éclipse, donc elle n'a pas duré 74 minutes que l'autre, s'est fait doubler, on volait à max 0,83 seulement, c'est un avion de commerce normal, mais on est 200 à bord. Et voilà, donc j'ai eu la chance de faire une observation depuis. Et ça, c'est juste pour illustrer ce que vous m'avez raconté concernant les écoles locales. Alors, ça, c'est une chose qui m'est arrivée pour une éclipse du 3 octobre 2005. Ça, c'est le texte qui a été expédié par le rectorat, les autorités locales de l'éducation nationale, à transmettre des réceptions aux équipes enseignantes et, si nécessaire, animateurs, animatrices pour exécution. En raison de l'éclipse du 3 octobre, on risque des risques d'accident. Je vous mets la version corrigée parce qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans le truc officiel de l'éducation nationale, donc je les ai corrigées pour que ce soit plus lisible. Hein. Alors, durant la matinée, les élèves resteront confinés dans les salles de classe, rideaux tirés, ouverts et volets fermés. La récréation et toute autre activité, séance EPS, interclasse de midi, sont interdits. Et oui, non, non, on n'est pas au XVIIe siècle. Hein. Utiliser. Voilà, donc voilà. Alors, donc, il y en a quand même, heureusement, qui se sont rebellés contre ça. J'ai envoyé une lettre qui a été pas mal diffusée partout, mais ça continue quand même. Non, non, c'est des bêtises, bien sûr. Même si... Alors, ça, une des premières images, en fait. On faisait entendre tester le météosat. Donc, on a utilisé le. Je la remets parce que c'est quand même un éclipse vue de l'espace. Et on va voir là l'ombre qui traverse, qui arrive là. Alors nous, pour cette éclipse-là, on était en Turquie, on était là, avec nos petits trucs qui avaient été inventés à l'Observatoire de Nice. Ça, c'est très simple, ça permet d'attraper le soleil, de voir l'éclipse comme ça. Vous pouvez le faire plusieurs, il n'y a aucun risque, bien entendu. Parce que vous ne regardez pas le soleil directement, donc il n'y a pas de risque. C'est toujours la même.
Alors, là, j'aime bien ça parce que ça a été pris en l'air, l'élément. C'est accéléré. Mais même comme ça, c'est quand même très spectaculaire. Voilà, c'est fini. Et pour vous, ben voilà, alors là, il suffit, ça c'est des images que j'ai extraites du site de l'IMCCE, c'est l'ancien bureau de longitude, enfin c'est les gens qui calculent ça chez nous en France, mais un peu pour le monde entier. Donc voilà. Je pense que voilà, on est là, j'ai dû la placer au bon endroit. Vous pouvez la calculer pour n'importe où, hein. Vous allez sur le site, vous pointez votre position, vous aurez toutes les coordonnées de l'éclipse pour vous. Donc c'est très facile à faire. Et bien pour terminer, je voudrais. Ben, oui, c'est beau, c'est plus que beau. Le Soleil n'a de spectateurs que lorsqu'il s'éclipse. La Lune n'est observée que lorsqu'il lui arrive le même accident. Les villes alors poussent des clameurs et dans leur folle superstition, les individus font tapage à l'envi. Combien plus grandes sont pourtant les œuvres habituelles du Soleil. Il fait pour ainsi dire autant de pas qu'il y a de jours et ferme le cercle de l'année par sa révolution. Tellement plus grand que la Terre, il ne la brûle pas, mais la réchauffe en réglant sa chaleur par des alternatives d'intensité et de relâchement. Il n'emplit la Lune de sa lumière que lorsqu'elle lui fait face et n'a la voile d'ombre que s'il est de côté. Et pourtant, nous ne prenons pas garde à ces phénomènes aussi longtemps qu'ils sont conformes à l'ordre établi. Survienne un dérangement, une apparition insolite, on regarde, on pose des questions, on éveille l'attention d'autrui, tellement il nous est naturel d'admirer le nouveau plutôt que le grand. Ce texte a 2000 ans. Sénèque. Eh oui. Donc, vous voyez que c'est pas nouveau, hein. Et ben, ce qui m'attriste là-dedans, c'est qu'on n'a fait aucun progrès. La connaissance a progressé. Donc, il faut continuer à faire de la vulgarisation, c'est indispensable. Merci. J'ai une question, moi. Oui. Michel Virard. Euh, j'ai entendu dire que les animaux avaient des réactions bizarres lors des éclipses totales. Est-ce Ouais. que c'est vrai? Oui, bien sûr. C'est vrai, mais ils ont la même réaction que les hommes, hein. Ils se mettent à faire nuit à un moment où il n'y a pas la nuit normalement, donc ils vont aller se coucher. Tous les animaux qui vivent au rythme de l'éclairement du soleil, bah, ils sont perdus. Là. Ils se mettent à faire nuit en plein milieu de la journée. Bon, bah, la première chose à faire, c'est de se coucher. D'aller se coucher. Mais alors, ce qui se passe juste avant et juste après l'éclipse, c'est très spectaculaire, mais malheureusement, c'est très difficile à voir. C'est ce qu'on appelle les ombres volantes. En fait, ça arrive très très vite puisque le déplacement se fait à plusieurs centaines de mètres par seconde, hein, donc ça va très 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 vite. Et en fait, on voit une sorte de vagues. Alors, il faut être au bon endroit. Et il faut être dans des régions, quand il y a des murs intéressants pas loin, on voit ces vagues se déplacer très très vite sur le mur avant la totalité. Juste avant la totalité. Après, il se met à faire nuit complètement. Mais c'est juste avant la totalité. Donc c'est très très fugitif et c'est très spectaculaire. Et ça dure tellement peu de temps. Le problème d'une éclipse totale de soleil, c'est que, le problème, il ne faut pas essayer de faire autre chose que de prendre son pied tranquillement, regarder ce qui se passe. Parce que si vous voulez faire des observations, des photos, etc., alors, la phase partielle, ça, vous pourrez toujours le faire, mais pendant la totalité, essayez pas. Hein, c'est trop rapide, c'est trop fugitif, et c'est tellement perturbant. C'est tellement beau, c'est indescriptible en réalité ce qui se passe. Donc là, il faut se laisser faire, se laisser aller, et puis dire, je reviendrai voir la prochaine, mais ça sera pas au même endroit, sans doute. Donc il faut voir. Mais c'est un phénomène vraiment extraordinaire. Euh, En fait, on comprend pourquoi ce phénomène très, très bref a autant marqué les hommes partout où ils sont. C'est un accident
même un orage très violent, ça ne marque pas comme ça. Alors, ça dure en général plus longtemps. Voilà, une éclipse, c'est quelques minutes maximum. Les plus longues, c'est de l'ordre de 7 minutes quand on est au bon endroit, etc. Mais sinon, là, vous avez moins de 4 minutes. Depuis quand il y a eu des scientifiques qui ont pu tellement révéler les secrets, là, comme ça, depuis quand? Depuis toujours. L'astronomie, depuis. L'astronomie, dans l'Antiquité, c'est le travail des gens comme Hipparque, comme Aristarque, comme Sénèque. Donc depuis presque toujours. Mais depuis toujours. Depuis toujours. Le problème, c'est que le propre d'un scientifique, c'est d'être conscient et de transmettre en fait son ignorance. À chaque fois qu'on fait une découverte majeure, pour la plupart des gens, ça y est, on a fini. Non, on commence. À chaque fois qu'on fait une découverte importante et faite, c'est le point d'interrogation qui grandit. Donc, tant qu'on était tranquille, qu'on pensait que la Terre était le centre du monde et puis que tout tournait autour de nous, il n'y avait pas de souci à se faire. À partir du moment où on s'aperçoit que, on n'est qu'un monde, qu'il y en a d'autres autour de notre propre étoile. 2, qu'on s'aperçoit que le Soleil n'est qu'une étoile. 3, Giordano Bruno, il a été brûlé pas à cause de ça, mais il a été brûlé pour un peu à cause de ça. Qu'est-ce qu'il écrit en 1582? Il écrit que les étoiles ne sont que des soleils entourés de mondes et qu'on le verra un jour. Et il n'avait pas la lunette, lui. C'était simplement de la réflexion. Les étoiles ne sont que des soleils. Le soleil n'est qu'une étoile. C'est plus pareil. Le soleil n'est qu'une étoile entourée, et les étoiles sont entourées de mondes comme le soleil. Vous avez connu Hubert Reeves? Oui, bien sûr, c'était un très bon copain. On a fait un boulot il y a quelques dizaines d'années avec André Braic, Hubert, quelques-uns, à former des enseignants des cégeps dans les Laurentides il y a Plusieurs années. Oui, quelques dizaines d'années. Moi j'ai une question à part ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont encore faire des astronomes professionnels qui vont faire des observations. Et je me disais, est-ce que c'est un problème que les coronographes n'arrivent pas à donner la même qualité, même ceux qu'on envoie dans l'espace, que ce qu'on obtient avec vraiment quand la Lune masque le Soleil ou pas? Je ne comprends pas pourquoi c'est si important de l'observer encore pour des astronomes professionnels. Je comprends que de vivre le moment de l'éclipse, ça c'est exceptionnel. Il y a le moment de l'éclipse. Non, là parmi les observations qui vont se faire, importantes, c'est que ça va permettre d'affiner en fait la théorie de la Terre. Parce que la rotation de la Terre, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. On connaît actuellement pas très précisément la position du centre de la Terre, c'est un peu bougeant, oui. Le centre de la Lune, c'est pareil. C'est des choses que. Donc là, on amène des points supplémentaires. Bon, ce qui se passe autour de la couronne, on arrive effectivement à le voir avec les coronographes spatiaux, sauf que la basse couronne, elle n'est pas tellement observée par les coronographes spatiaux. Parce que le disque qui est dans les télescopes spatiaux, il est un peu plus grand que le Soleil. Donc la très basse couronne, celle où il y a les grains de Bélier, les trucs comme ça, on ne la voit pas. Merci. Parce que l'aspect fugitif et évolutif du phénomène, on ne l'a plus dans l'espace. Là, c'est vraiment la relation avec la Terre, avec l'atmosphère. Donc il y a plein de choses qui se passent à cause de ça. On s'est trompé encore de quelques dizaines de mètres, éventuellement, sur la position de la ligne de centralité. C'était une excellente conférence, merci.